Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors aujourd'hui on va répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur la chaîne YouTube depuis le début. Il y en a certaines auxquelles j'avais dit que je répondrais dans une vidéo mais j'avais pas eu le temps. Bon, pour certaines je ferai vraiment une vidéo dédiée mais je vais répondre assez rapidement à ces questions-là. Petite parenthèse, actuellement je recherche des développeurs, alors pas PHP pour des sites web, mais pour développer une application sur smartphone. Donc si tu as des compétences, je suis sur un projet, donc contacte-moi. Donc soit via mon site internet, ou tout simplement tu mets un petit commentaire sous cette vidéo. Bon, allez hop, c'est parti, on va basculer sur mon PC. Alors Phil, pour ta question par rapport à la photo avec de la vaseline, en fait j'utilise un filtre dédié à ça. C'est pas un filtre UV que j'utilise en temps normal. C'est un filtre qui est vraiment dédié qu'à ça, c'est-à-dire je laisse la couche qui est dessus, je le mets ensuite dans une boîte refermée, et puis c'est tout. Là-dessus, j'y touche absolument pas, car si je devais nettoyer un filtre à chaque fois, ce serait la galère, ça prendrait énormément de temps. Donc moi j'ai fait l'acquisition d'un filtre, tu commandes sur Amazon, tu en trouveras, ou sur d'autres sites, tu trouves des premiers prix chinois ça coûte vraiment pas cher, ça coûte environ 5 euros quoi. Alors là, il y a MM qui me pose la question justement. Salut, as-tu une focale fixe ultra grand angle à recommander? Alors pour APS-C et plein format, euh, ça dépend ce que tu appelles ultra grand angle. Enfin, ce que tu appelles. Soit pour toi 24 mm c'est un ultra grand angle, soit tu vas taper sur du 11, je sais plus exactement, il y a le Tokina qui est utilisé. Moi personnellement je suis pas adepte de ce type d'objectif. Voilà, tu as le Tokina, le 11-20 qui permet d'avoir un angle très très large. Euh, mais c'est des objectifs qui pour moi sont plus destinés à l'astrophoto qu'à la photographie elle-même, quoi. Qu'à la photographie classique, on va dire, la photo de paysage, quoi. Car tu as un angle qui est tellement grand, qui déforme tellement, et surtout le problème qui se passe, c'est que du coup, les détails de tes sujets qui sont tellement lointains, du coup, pour la plupart, on va dire, mais du coup, limite disparaissent en fait, ils se fondent dans la masse. Donc pour moi, ce type d'objectif, c'est vraiment pour l'astrophoto, quoi. Moi, je tourne jamais en dessous, même à l'époque où j'étais sur de la PSC, j'avais mon 24-70 que j'utilise toujours sur mon réflexe plein format. Pour moi, 11-20, c'est vraiment ultra grand, quoi. Moi, j'avais testé le 8 mm pour voir un petit peu de Samyang. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait vraiment 8 mm sur de la PSC. Euh, et honnêtement, t'as pas de piqué en fait. Quand t'es sur plus ton objectif est large, moins t'as de piqué à l'image. Car en fait, tout est ultra loin. Donc du coup, t'as l'impression, pas que c'est flou, mais t'as pas la même sensation que si tu prends un 85 mm, tu fais un portrait ou tu prends un objet en photo, où là tu vas voir vraiment le détail. Là, si tu veux, tous tes objets vont être très très loin. Donc du coup, c'est des sensations qui sont différentes. Moi personnellement, voilà, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas trop me rabâcher là-dessus, mais voilà, moi je suis pas trop pour ce genre d'objectif. Moi je préfère un bon 24 mm sur du plein format, ou éventuellement tu utilises ton objectif 18-55 sur APS-C. Donc là, 18 mm, ça te fait, enfin du moins, c'est vrai que je parle beaucoup pour Canon parce que c'est ce que j'utilise le plus et ce qui est le plus commun, quoi. Donc à 18 mm, voilà, tu te retrouves avec du 24 à peu près, quoi, grosso merdo, quoi. Donc du coup, moi je te conseille plus d'utiliser un 18. Après, en dessous, tu vas vraiment prendre très très large. Je ne sais pas si tu as l'occasion. Éventuellement, va au salon de la photo qui se tient début novembre. D'ailleurs, moi je vais y faire un tour pendant 2 jours aussi. Donc, va y faire un tour si tu as l'occasion d'y aller, ou si tu as un magasin ou un ami qui a un objectif, teste-le avant. Parce que tu vas vraiment te rendre compte que 11-20, même sur de la PSC, ça fait quand même très très large. Et si tu as la possibilité de le tester vraiment en conditions réelles, c'est-à-dire en allant faire du paysage, etc., tu vas voir que c'est pas si bien que ça, quoi. Moi, je sais que sur ordinateur ou même un petit tirage type du A4, quoi, c'est pas génial. Il faut vraiment que tu sortes des très grands agrandissements pour que là, c'est réellement de l'intérêt, quoi. Mais sinon, voilà. Si tu veux t'amuser avec, tu as le Tokina 11-20 qui est de qualité moyenne, qui avec une ouverture de 2.8 qui est aux alentours des 400 euros, je crois, quelque chose comme ça, quoi. Toujours, sinon, en APS-C, tu as le 10-24 éventuellement, qui peut être, voilà, qui peut être acceptable.
C'est pareil, voilà, 10 mm, ça veut dire qu'avec le coefficient de conversion, ça te fait du 16 mm. Ça fait quand même vachement large, quoi. Après, ça dépend bien sûr de la distance en fait entre toi et ton paysage. C'est vrai que là, je parle vraiment pour du paysage parce que des ultra grands angles, faut voir l'utilité. Après, éventuellement, si ça peut être utilisé, genre par exemple, tu prends un skater qui saute au-dessus de toi, par exemple, skater, BMX ou truc dans le genre, quoi. Pour le sport, tu vois, il saute au-dessus de toi et toi, du coup, tu le prends lui, mais avec un angle très large, donc tu le mets dans son contexte. C'est-à-dire, tu vois la rampe, tu vois un peu le sol, le ciel, etc. Donc là, ça peut être intéressant. Mais sinon, on va dire sur l'usage de tous les jours, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais par expérience, moi, depuis le temps que je fais de la photo, que j'ai testé vraiment tous les objectifs, parce que c'est vrai qu'on me le reproche souvent sur la chaîne, c'est que je fais que j'aime le matos. C'est vrai que j'aime tester en fait un peu tout, toutes les focales, tous les objectifs, tous les petits accessoires. Moi, j'adore ça. Mais du coup, j'ai testé beaucoup d'objectifs et pour moi, voilà, vraiment ce qu'on appelle l'ultra grand angle, c'est-à-dire en dessous de 24 mm, c'est vraiment très très spécifique. C'est vraiment pour très peu de conditions de prise de vue. Après, il existe des focales fixes, parce qu'après, ça dépend ce que tu cherches. Tu peux avoir aussi bien des zooms que des focales fixes. Là, par exemple, tu as des 20 mm en plein format, avec une ouverture f2.8 qui sont plutôt sympas. Mais voilà. Moi, j'ai pas spécialement de recommandations. Moi, si tu es sur du plein format, à 24 mm, c'est bien. Si tu veux tomber en dessous, faut avoir l'utilité, quoi. Donc, j'ai pas spécialement de réponse ou de recommandation. Il aurait fallu que tu me précises vraiment pour quel type de photo. Si c'est pour la photo si la photo justement pour de la Voie lactée, si c'est la photo type sport, hein, BMX, roller, etc., quoi. Alors là, je vais répondre à la question de Joniu 1988 qui me pose une question par rapport à la vidéo que j'avais fait justement sur les adaptateurs de filtres. Alors il me demande justement, est-ce que tu vois un vignettage, est-ce que tu perds de la luminosité quand tu montes ce type de filtre? Alors pas du tout, parce que justement, j'aurais dû l'attraper pour le montrer, ça aurait été plus simple. En fait, ce genre de filtre est calculé justement. En fait, si tu veux, en fonction de ta focale, tu as ton angle de champ qui est défini en fait, si tu veux. Donc l'angle, il est vraiment comme ça. C'est pas un filtre qui va faire ça ou qui va faire comme ça, comme ça. C'est vraiment étudié en fonction de tes focales. Ça part dans ce sens-là, quoi. Donc il n'y a absolument aucun souci ni de vignettage, ni de perte de luminosité, car justement ça ne couvre pas la partie de ton capteur, ça couvre le diamètre qui te correspond. Donc du coup, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, quoi. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Mais voilà, en gros, tu n'as ni vignettage, ni perte de luminosité, quoi. Aucun souci là-dessus. Là, j'ai reçu un message justement sur une vidéo que je trouve assez intéressant et qui fera sûrement l'objet d'un débat au cours d'une vidéo ou au cours éventuellement d'un live. J'avais fait une vidéo sur la photographie animalière. Alors moi, je parlais dans des parcs animaliers, etc. Et là, il y a Skinner qui me dit c'est triste, en théorie, un bon photographe animalier est avant tout un bon naturaliste. Non, pas forcément. Tu peux faire de très belles photos d'animaux sans forcément être spécialiste. Moi personnellement, si tu me demandes les rythmes de reproduction de certains animaux, ce qu'ils mangent exactement, tout ce genre de choses, etc., j'en ai absolument aucune idée, quoi. Et ça ne change pas le fait de faire de belles photos d'animaux, quoi. Moi, je vois pas du tout le problème là-dessus, quoi. Être photographe animalier n'a rien à voir avec le fait d'être un bon naturaliste. Tu peux aimer les animaux, moi j'adore les chats et pourtant je suis pas un spécialiste, quoi. Je vois pas l'obligation. C'est comme quelqu'un qui fait de la macro, quoi. À ce moment-là, tu vas interdire à quelqu'un de faire la macro-photographie parce que il connaît pas le nom des fleurs. Moi, je vois une belle fleur, je la trouve vachement sympa, je vais me poser, je vais faire une photo, mais ça a aucun lien, quoi. Ensuite, il me dit je ne pense pas que tes axes soient bien mesurés. Alors, honnêtement, pour répondre à ce commentaire, je vais te dire 3 choses. Connais-tu la différence entre un zoo, un parc animalier et un refuge? Si tu connais ces 3 définitions, tu comprendras beaucoup mieux. Sinon, il me dit ce sont des animaux privés de liberté pour distraire l'homme et faire de l'argent. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Zoo, parc animalier, refuge. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup critiquent le fait de prendre des animaux type des lions, des girafes, des tigres, des panthères, etc., des guépards. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en Europe, je ne connais pas de girafe. Je connais pas de léopard.
je connais pas de lion. Tous ces animaux, tu ne peux pas les trouver en Europe. Si tu veux y aller, c'est en Afrique. Et tu peux les shooter en safari. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les safaris, en fait, ce sont des enclos qui sont énormes, qui font des millions de mètres carrés, si tu veux, alors qu'ils sont très grands, très très grands, mais ça reste des enclos, car c'est tout grillagé pour la plupart. Donc si tu veux, soit tu fais un safari en Afrique organisé dans des trucs à touristes, où là, tu sais que tu n'auras pas le grillage parce qu'il sera peut-être à 10 km, mais dans n'importe quel cas, ils sont quand même dans des enclos, quoi. Donc à ce niveau-là, moi personnellement, il n'y a pas plus ou moins de mérite à faire une photo dans un refuge ou dans un safari en Afrique, dans des trucs ultra organisés, quoi. Car il y a beaucoup de sociétés, pour ceux qui sont spécialisés là-dessus, ils le savent. Moi, personnellement, j'ai été tenté justement de partir faire un safari. Et en fait, ben, quand j'ai vu ce que c'était, ben, en fait, si tu veux, c'est pas différent de la photo dans un parc animalier ou dans un refuge, quoi. C'est exactement la même chose. La différence qu'il va y avoir, c'est que bon, tu es dans leur contexte pour la plupart du temps. C'est-à-dire, ben, tu es dans la savane, etc. Donc visuellement, c'est très beau. Tu sens que c'est pris dans des conditions vraiment sympas, quoi. Mais en dehors de ça, ça reste des enclos. Très très grands, mais ça reste des enclos, quoi. Après, ensuite, voilà, comme j'ai dit, les animaux, je suis désolé, mais je ne vois pas où tu peux trouver des os des pandas. Les pandas, à part aller du côté de l'Asie, je ne vois pas où tu peux prendre des pandas à l'état naturel, quoi. Tu as beaucoup d'animaux, comme tu as le tigre blanc, tu en as plein. La plupart sont en voie d'extinction, et il y en a certains, on les voit même plus, quoi. C'est plus, on peut plus les approcher, quoi. Donc, je pense que ton commentaire, je pense que si tu es vraiment amateur de photos animalières et connaisseur, je pense que tu as dit 2-3 petites conneries. Je respecte ce que tu as dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est faire la différence, comme j'expliquais, entre un refuge, un parc animalier et un zoo. Un zoo, c'est une définition très spécifique. Moi, si tu veux, par exemple, moi je voyage beaucoup entre le Canada et la France. Et un exemple simple, c'est j'étais au refuge de Falardeau, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, c'est le refuge de Falardeau. Je vais vérifier, parce que comme j'en ai fait énormément, parce que j'adore ça, et je mélangeais un peu. Donc je vais te parler par exemple du refuge justement de Falardeau, qui se trouve au Canada, au Québec précisément, dans le nord. C'est un refuge animalier, c'est-à-dire c'est une organisation, c'est pas une société dans le sens, c'est un zoo, truc Afrique comme tu dis, c'est un regroupement de personnes qui travaillent ensemble pour sauver des animaux. Un exemple bête, Trump tu le connais, tout le monde le connaît, son fils avait organisé une chasse pour tuer des guépards. Et le zoo de Falardeau a racheté avec d'autres parcs animaliers, etc., des guépards qui étaient destinés à la chasse et à être tués. Du coup, ils les ont récupérés, ils les ont nourris et ils les élèvent. D'autres exemples, un guépard qui était né du côté, du côté du Québec, ou enfin du moins du Canada, et le problème qui s'est passé, c'est qu'à la naissance, il y avait eu une complication, ce qui fait que du coup, il a une déformation au niveau de la patte. Normalement, il était bon pour l'euthanasie. J'espère que tu me suis jusque-là. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le refuge a racheté l'animal et du coup lui a créé un enclos et maintenant il va pouvoir finir ses jours. Donc soit il mourrait, soit il sera dans... Alors c'est un enclos qui est quand même très grand sur lequel il va pouvoir continuer à vivre, quoi. Un refuge, c'est vraiment un endroit où les animaux vont quand c'est le dernier recours, quoi. C'est-à-dire quand ils sont abandonnés, quand ils sont au bord de la mort, etc. C'est des gens qui récupèrent des animaux pour les laisser vivre jusqu'à la fin de leur jour, quoi. Qu'est-ce que tu ferais? Le guépard avec sa patte, avec son problème de patte, tu le tues? Non, tu peux pas faire ce genre de choses. Mais là, justement, un refuge, c'est ça. Ils se regroupent à plusieurs, ils s'organisent, ils font des partenariats, parce que le problème qui se passe, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, enfin du moins ceux qui ne connaissent pas trop les animaux ne le savent pas, mais on ne peut jamais avoir deux mâles d'une même espèce. Par exemple, tu ne peux jamais avoir deux lions dans une même cage avec une femelle. Ça, c'est pas possible parce qu'ils se bastonnent, ils se battent. Comme on dit, c'est la loi de la jungle. C'est pour choper les gonzesses. Enfin bref. Donc du coup, justement, le truc qui se passe, c'est que à chaque fois quand il y a une naissance, parce qu'il y a eu un accouplement, ils ne peuvent pas conserver les mâles. À chaque fois, ils sont obligés de les donner, ou du moins de les vendre, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas dire une critique genre, oui, ils le vendent. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir accueillir d'autres animaux, il faut de l'argent.
Je t'invite à rejoindre des associations éventuellement qui seront, si tu es français, tu vas en France, tu vas du côté, par exemple, du côté de Bayonne, etc. Enfin, dans le sud, là, il y a une association qui regroupe justement tout ce qui est faune et flore et qui font un taf de dingue. Il y a énormément d'associations, je parie, du côté de chez toi. Il y a plein de refuges que les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent justement pour sauver à leur manière, dans des conditions comme ils peuvent. Et il y en a beaucoup, souvent même des refuges ou des petits parcs comme ça, justement, qui joignent les deux bouts, qui même des fois ont du mal à payer justement le veto, quoi. Car les frais de vétérinaire, c'est exorbitant, quoi. Et le souci qui se passe, c'est là, c'est ça. Donc du coup, voilà, moi personnellement, faire des photos dans un refuge, ça me dérange pas. Ni dans un parc, ni dans un zoo, à partir du moment où les animaux sont bien traités. Après, c'est sûr que je vais jamais prétendre dire, ouais, voilà, ah oui, le panda, oui, je l'ai pris dans son milieu naturel, bien sûr. Tu crois que les gens vont te gober, quoi. Un panda, les derniers qui vivent, ils sont en Asie, quoi. Donc ça m'étonnerait à part que tu arrives à aller en Asie et à les approcher, ce qui est très difficile en plus. Enfin voilà, quoi. Il y a plein d'animaux, tu peux pas en faire des photos. Tout ce que tu peux faire comme photo ici, tu peux faire des biches, des cerfs, des sangliers. Après, tu peux faire les photos de tes chats, tes chiens, quoi. T'as pas 50 millions d'animaux qui sont encore à l'état naturel. Des animaux à l'état naturel, à part les lièvres encore si, t'as plus grand chose. Donc, après, c'est sûr que t'as plus de mérite à avoir passé 4, 5 heures, voire 6 heures dans un affût ou à suivre un animal pour le prendre en photo que l'avoir pris dans un parc. Je suis d'accord avec toi. Mais ça n'empêche pas de montrer une photo d'un bel animal, quoi. Après, si tu peux faire des photos d'un animal, faire une organisation, je sais pas, disons, voilà, tu organises une exposition et tous les bénéfices justement des ventes des tirages sont pour une association. Est-ce que le fait d'avoir fait les photos dans un parc, du coup, ça va faire de l'argent sale pour l'association qui va récupérer ça? Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Je voudrais faire un jour un de ces quatre, je pense, pour vraiment dialoguer avec plusieurs, essayer de faire un live et faire intervenir des gens à propos de ça, quoi. Car je pense que c'est un débat qui est très stérile chez certaines personnes, mais qui est vachement important, car, comme je l'ai dit, dans la plupart des zoos, les animaux que tu vois, c'est pas des animaux que tu peux trouver en France. Et pour la plupart, même pas en Europe. La plupart, ils viennent d'Afrique, des fois des États-Unis, comme les bisons, je suis désolé, des bisons en France, moi à ma connaissance, j'en connais pas, quoi. Donc il y a beaucoup d'animaux que tu ne peux pas retrouver, quoi. Donc c'est sûr que quand tu vas dans un parc, tu les vois, tu les prends en photo, quoi. Ce qui compte, c'est la manière dont sont traités les animaux. Mais honnêtement, quand je vois par exemple le panda de Beauval, même si c'est, je pense qu'on va dire pour la France, pour ce que j'y connais, c'est la plus grosse pompe Afrique qu'on peut trouver, quoi. Et le panda, je peux te dire qu'il est ultra bien traité, quoi. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est pas si grave que ça. Contrairement à des animaux qui sont destinés à l'abattage pour être bouffés, quoi. Là, c'est des gens qui conservent des animaux, qui les font se reproduire, qui évitent justement, même dans les zoos, dans les pompes Afrique, comme je pense ce que tu l'as pensé, du coup, ils organisent justement des accouplements, mais ils font gaffe au point de vue génétique, qui n'est pas un lien avec un cousin, du lion, etc. Ils essayent au contraire d'avoir la génétique la meilleure possible, quoi. Donc voilà, ça va répondre un petit peu à ça, mais je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo avec des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, faire un débat, tu vois, un petit truc un peu sympa, quoi. Donc voilà. Alors il y avait Emmanuel Cavan qui me posait la question pour savoir si la visite 360 du Jardin botanique de Montréal de 2013 a été faite avec le Samyang 8 mm. Alors à ma connaissance, je ne sais pas, parce que c'est pas moi qui ai réalisé, c'est un autre photographe qui l'a fait. Éventuellement, je peux toujours essayer de me renseigner, mais faut que je prenne le temps de le contacter, quoi. Alors, il y avait Laurent qui m'avait posé la question, y a-t-il un lien entre les collimateurs et la photo de paysage? Alors, pour ceux que ça intéresse, justement, j'avais fait une vidéo dessus, je vous mets la petite annotation. Alors, il y a Cyril qui me pose la question, justement, quel trépied tu conseilles pour un budget de 100-150 euros? Bon, c'est pour un boîtier mirrorless. Donc lui, je sais avec quoi il shoot, c'est avec un Fuji. Moi, personnellement, déjà, j'oublie le carbone. Ça, c'est un truc... ça va dépendre vraiment du type d'objectif que tu vas monter dessus. Si tu en utilises des très lourds, moi je sais que je connais Cyril, donc je sais qu'il veut pas des objectifs lourds et énormes, donc lui un petit trépied standard pourrait suffire, on va dire. Mais moi je travaille avec des objectifs qui sont très très lourds. Mon 24-70, j'ai vérifié justement, fait 800 grammes.
Le 70-200 fait 1,4 kg et le 150-600, je sais plus de mémoire, mais il est encore plus lourd, quoi. Donc c'est un truc qui tape très 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 fort, quoi. Donc moi sur des objectifs que j'utilise, je ne peux pas faire des photos avec des trépieds en carbone, car ils sont beaucoup trop légers, et même si on active le relevé de miroir, il y a toujours une petite vibration, c'est jamais assez stable. C'est très léger, c'est très pratique, mais c'est pas terrible, quoi. C'est le seul inconvénient, c'est le seul avantage, c'est vraiment le côté léger, quoi. Moi, je recommande plutôt les trépieds classiques. T'as le, je sais plus, là il est là, si c'est le Vanguard. Non, là j'ai que la rotule. Moi j'ai plus la référence, mais c'est un petit trépied qui coûte à peu près une centaine d'euros, qui monte suffisamment haut. Là tu vois, il doit à peu près monter, il doit arriver à peu près ici. Donc il monte très très haut au niveau pose. Je mettrai la référence dans les commentaires. Et c'est un bon trépied qui est passe-partout, qui est en trois morceaux. Ouais, c'est ça. Trois morceaux. Il a un système de tête, c'est-à-dire que tu as la possibilité de l'incliner si tu veux faire la macro ou même carrément le retourner. C'est un tube que tu mets en haut ou en bas. Donc c'est un truc qui est plutôt sympa, quoi. Mais voilà, dans ces eaux-là, c'est le meilleur compromis. Moi, personnellement, bon, de toute façon, pour du carbone, à part un tout petit format, on trouvera difficilement à 150 euros, quoi. Moi, personnellement, je déteste le carbone, à part pour des petits compacts ou des boîtiers ultra légers. Voilà, quoi. À part si tu as des objectifs en plastique, tu pourrais les monter dessus. Mais sinon, moi, je vois, j'ai testé beaucoup de carbone. J'en ai testé sur Montréal, justement. J'avais eu l'occasion d'en tester des pieds, mais de dingue, qui théoriquement étaient très stables à 800 euros. Je peux te dire que le bordel, hein, sur mes objectifs, voilà. Si tu as des temps de pause lents, c'est même pas la peine, quoi. Moi, j'ai pas kiffé le carbone, quoi. Je préfère le bon vieux trépied, voire même pire. Là, je l'ai pas là, je pourrais le montrer. J'ai un trépied en bois, mais pas un bois moisi, quoi. Je possède un des trépieds de la plus vieille marque au monde de trépieds en bois, justement, Berles-les-Bâches. Je mettrai le lien dans les commentaires dans la description, avec le lien directement vers le site du fabricant. Et c'est vraiment un truc, c'est le luxe dans le trépied en bois, mais par contre c'est d'une qualité, et contrairement à ce que les gens pensent, moi le trépied, j'ai fait les poses longues directement, le trépied dans l'eau, quoi. Et ça bouge pas. Le bois il est traité, il est vraiment super nickel, quoi. Bon, par contre ça tape au niveau prix. Et le poids aussi. Alors, il y a Victor qui me pose la question: bonjour et merci pour votre vidéo. Donc, c'est parce qu'en fait, j'avais fait le week-end festival. Si tu te rappelles, je te remets le petit lien dans la description, ou je te mets la notation juste ici. Comment être autorisé à faire des photos dans un concert? Ça dépend du concert. Si c'est Lara Fabian qui passe, ou tu vois le niveau, quoi, des personnes ultra connues, c'est mort. Ça ne sera pas possible. Si c'est des petits festivals, si c'est un petit festival, tu as facilement la possibilité d'obtenir l'accord, parce que la plupart du temps, quand c'est vraiment petit, tu y vas avec ton appareil photo, il te laisse passer sans problème. Quand ça monte un petit peu plus en niveau, là, tu peux essayer de faire une autorisation, tu demandes directement à l'organisation, tu le fais par mail à l'avance, tu expliques un petit peu ton projet, si c'est pour toi personnellement, si c'est pour une chaîne YouTube, une page Facebook, pour un blog ou ce genre de choses. C'est toujours bien de préciser à qui est destiné les photos, ou à quoi du moins. Par contre, si c'est des gros trucs, genre Garo Rock, comme pour ceux, je pense que c'est quelque chose qui est le plus connu pour vous tous en France, Garo Rock, c'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Et là, si tu veux y aller avec ton appareil photo, c'est interdit. Même les gens avec des cannes à selfie, etc., c'est interdit. Il faut vraiment être... faut faire partie de l'organisation pour pouvoir faire des photos, ou même des fois, moi j'en connais des blogueurs qui ont tenté de rentrer en contact et qui se sont fait éjecter, pourtant des personnes vachement connues, quoi. Donc c'est assez difficile pour les très gros concerts, enfin pour les concerts qui commencent à être imposants, mais voilà, faut que tu contactes le service presse. Tout simplement, tu as un service spécifique. Souvent, tu vas par exemple sur Garo Rock, tu as un festival, tu as presse, et tu peux essayer de les contacter en leur disant voilà ce que je fais, je suis professionnel ou particulier, etc. Mais c'est pas facile, quoi. Alors, il y a Pascal Lefebvre qui répond à une de mes vidéos où je parle justement que je change de carte mémoire et que je prends seulement une 32 Go avec, mais en très haut débit, quoi. Et lui me dit perso, une carte de 32 Go, j'en utilise deux pour une sortie photo pour une journée complète en photographie animalière, surtout pour les oiseaux en vol. Je shoot en rafale et ça me permet d'avoir de super instantanés. Alors honnêtement, si tu en une journée, alors je connais pas tes photos, à la limite même je t'invite à m'envoyer le lien de ton compte Flickr, 500 pixels,
peut-être Instagram éventuellement. Moi, j'aime pas trop Instagram. J'essaye de publier un peu dessus, mais j'ai un peu de mal avec les ratios. Donc, Pascal, si t'as un compte Facebook, enfin une page Facebook ou n'importe quoi où tu publies des photos, ça me ferait plaisir de les voir parce que j'aime bien toujours regarder la photographie animalière. Donc, mais honnêtement, si tu fais deux cartes de 32 Go, moi personnellement je shoot que en RAW. Alors peut-être que tu fais du RAW et du JPEG à la fois, quoi. Mais moi je shoot que en RAW. Et pour remplir deux cartes de 32 Go, ça veut dire que tu dois faire à peu près plus de 2000 photos. C'est à peu près ça, avec un appareil photo entre 18 et 20 millions de pixels. Sur 32 Go, c'est ça, ça doit faire à peu près 1000 et quelques photos, quoi. Donc ça veut dire que tu fais en gros 2200 photos sans problème. Honnêtement, 2200 photos, je trouve que c'est beaucoup. Alors, il y a deux types de personnes. Quand on shoot justement avec des modes rafale, quand on a un super mode rafale, avec un super objectif, enfin un super boîtier surtout, soit on a tendance à se reposer sur le mode rafale, parce que justement on se dit, bon, sur le lot il y en a bien une de bonne, soit on se concentre plus sur la technique, sur la précision, et on anticipe les mouvements. Et justement, je ne sais plus à qui je discutais là. Je me rappelle plus qui c'est. Je discutais avec quelqu'un justement à propos de photos d'oiseaux justement et il m'expliquait qu'en fait lui il repérait un petit peu les endroits où il essayait de se poser. Il avait une technique, en fait il regardait là où il y avait la fiente d'oiseaux. Donc du coup il regardait ça et du coup il se positionnait et il attendait. Il suivait un petit peu, il regardait les 2-3 points et tac il se positionnait là, hop, et il déclenchait. Ou à la limite même ce qu'il faisait, comme il savait que l'oiseau justement tournait à peu près au même endroit, il faisait directement sa mise au point sur le support, enfin sur le support, je dis sur la branche, le piquet ou le truc comme ça, et du coup il verrouillait la mise au point et il attendait justement que l'oiseau se positionne dessus. Et dès qu'il se positionne dessus, clac, il avait juste à déclencher. Il se faisait son cadrage assez vite fait, tac, et il déclenchait. Du coup, ça évite faire toute une rafale, quoi. Moi personnellement, pour ceux qui connaissent ma page Facebook, j'avais mis une oiseau d'un martin pêcheur. Et cette photo, je peux te dire que j'ai galéré. J'ai passé plus d'1 heure et demie à suivre l'oiseau parce qu'il faisait des allers-retours dans un endroit et si tu veux, j'essayais de le choper. Et j'étais avec mon 150-600 et la photo, je crois, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde les exifs, je crois qu'elle avait été prise, j'étais à ISO, pas ISO, j'étais je crois entre 500 et 600 mm. Et je peux te dire que là, l'autofocus, hein, il rame, il pagaie, quoi, il n'en peut plus, quoi. Donc du coup, c'était quand même vachement compliqué. Donc des fois, il vaut mieux se concentrer justement sur des petites astuces toutes bêtes, comme je viens de te l'expliquer. Tu essaies de repérer l'endroit où il se pose, tu regardes la fiente d'oiseau, tu regardes soit au niveau des branches, soit par terre, il y a toujours des points de repère. Ça dépend bien sûr où tu fais tes photos. Là, c'était, moi, je parle en pleine nature, mais ils ont toujours des endroits précis, quoi. C'est un peu comme les animaux, si tu veux les choper, la plupart du temps, c'est dans des points d'eau, quoi. C'est au moment où ils vont boire, quoi. C'est là où tu as le plus de chances d'y arriver, quoi. Mais bon, pour en revenir à deux cartes de 32 Go, je pense que tu dois vraiment faire beaucoup de rafales, quoi. Moi, en général, j'essaye plus de me concentrer. Parce qu'au début, j'avais tendance, comme tout le monde, tu mitrailles, tu dis, voilà, sur le lot, j'aurais bien quelques-unes de bonnes. Mais après, quand tu vois le post-traitement que tu as derrière, la quantité de photos que tu dois trier, c'est un truc de dingue. Donc, du coup, là, maintenant, moi, je me casse plus trop la tête. Je couvre le truc, tac, j'essaie de repérer un petit peu. Après, des fois, quitte à attendre plus de temps, quoi. Mais comme je t'ai dit, pour la photo du martin pêcheur, il m'a fallu 1 heure et demie à peu près pour la faire, quoi. Et je discutais avec deux trois personnes, ils me disent, ah ben nous on est là depuis 3-4 heures. J'étais là, putain, ils ont du courage, quoi. Moi en général, je me déplace, j'essaie de voir ce que je trouve, quoi. Je vais pas poser à un endroit trop longtemps. 1 heure et demie déjà, c'était. Je pourrais faire plus, mais si tu veux, faut vraiment que je sois dans un endroit très précis, un lieu où je sais je vais faire un cadrage et une composition qui sera vraiment super géniale, quoi. Mais sinon je passe 1 heure et demie grand maximum à un endroit et après je bouge, quoi, parce que sinon voilà, je préfère tenter sur d'autres oiseaux, sur d'autres animaux, etc., plutôt que rester au même point, quoi. Mais je pense que tu dois trop shooter en mode rafale. Moi personnellement, même quand je fais de l'animalier, c'est rare que je me mets en mode rafale. Sauf pour des oiseaux vraiment spécifiques, quoi. Le martin pêcheur, c'est un truc de dingue, c'est un taré, quoi, comme oiseau. Il part à un point, il part à un autre. Il faut vraiment le suivre, quoi. Après, tu as les oiseaux qui sont beaucoup plus lents. euh, mais bon, moi personnellement, je te conseille d'éviter de trop shooter en rafale parce qu'après, tu as un post-traitement de dingue. Surtout si tu as 2000 photos, je suis sûr, contredis-moi éventuellement dans les commentaires, mais je suis sûr que sur les 2000 photos, tu dois en avoir qu'une vingtaine de bonnes, quoi. La plupart du temps, c'est ça, parce qu'à chaque fois, enfin moi, c'est vrai que je suis très exigeant, donc si j'ai pas une
netteté parfaite, la photo je la balance quoi. Après il y a des photos qui peuvent être utilisables sur Facebook. Ça d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une discussion. Des fois tu as des photos, quand tu regardes, tu vois qu'elles sont pas nettes. Parce que tu zoomes. Mais si tu la regardes à la taille à peu près de ton écran, la photo est correcte. Donc du coup, c'est une photo que tu peux balancer facilement sur Facebook parce que la qualité, même si elle n'est pas hyper piquée, ben, ça passe. Moi, j'ai pas mal de photos que j'ai pu balancer comme ça. Je les ai mises sur Facebook. J'ai dit, wow, la qualité n'est pas géniale. Mais en fait, sur Facebook, ça passe à cause de la résolution et de la taille d'écran sur laquelle tu regardes ça. Donc du coup, ça passe tranquille, quoi. Donc voilà. Moi, je te conseille plus de faire gaffe au mode rafale. Désolé, le petit renvoi. Moi, je te conseille de faire plus gaffe justement sur le mode rafale et de plus te concentrer sur les endroits où les oiseaux se posent. Faire plus du repérage. Alors peut-être que tu fais la photo animalière depuis très longtemps, mais moi je te conseille plus ça que... Parce que moi, quand je vois le temps que je passe sur le post-traitement, rien que le tri, simplement le tri, je parle même pas de développer les photos, mais simplement le tri, tu perds un temps de dingue. Là, je vois 2000 photos, quoi. Je te plains, je te plains sur le post-traitement. Après, tu dois faire peut-être, si techniquement tu arrives à bien débrouiller, tu arrives peut-être à tirer plus d'une vingtaine de photos, quoi. Mais en général, moi je sais que la plupart des gens, tous ceux que je côtoie sur la photographie animalière, ils me disent, ils ont tendance un petit peu à mitrailler, parce que voilà, selon l'oiseau, parce que des fois il se déplace pas que sur un plan, il se déplace pas qu'horizontalement, il se déplace en profondeur. Donc du coup, ben, au niveau de la profondeur de champ, quand tu utilises des objectifs très lumineux, ben, il faut arriver à gérer quoi. Quand tu es dans des zones, quand c'est tôt le matin ou tard le soir, tu as peu de lumière, donc tu montes très haut dans les ISO, tu as un temps de pause qui est très faible, tu es genre sur un 160e ou je sais pas, je dis un exemple tout bête, mais du coup, dès que l'oiseau il bouge, surtout qu'il bouge très vite, du coup, tu as facilement une photo floue quoi. Mais voilà, je pense que tu shootes trop en rafale, hein, parce que deux cartes de 32 Go, ça fait vraiment beaucoup quoi. Alors, il y a Laurent Mine qui me pose la question justement par rapport à son sac quand il part en voyage. Mis à part le côté matos, est-ce qu'il y a des formalités spéciales, justement des documents, etc., pour voyager à l'étranger bah, suite aux attentats, etc. Il parlait sur le coup parce que on remarque c'est il y a un mois. Mais bon, donc en fait, quand tu te déplaces avec ton matos, bah, faut pas le cacher tout simplement, sinon ça fait un peu louche. Moi personnellement, quand je me déplace, j'ai je mets tout mon matos que j'emmène pas en soute, mais directement en cabine. C'est mon sac photo, celui-là. Et voilà, j'ai enlevé tous les objectifs car je les ai rangés au propre. Mais tu vois, en gros, l'organisation, c'est ici, je mets mon téléobjectif, mon 150-600 avec mon réflexe, monté directement dessus. Ici, je mets mon 24-70, mon 70-200, si, 24-70, pardon. Et ici, je mets mon 70-200. Et là, j'essaye de caler un flash. Et par contre, quand je passe, c'est sûr, au niveau de la douane ou contrôle au niveau des avions, ben, ouvre direct. Parce que la plupart du temps, quand ils vont scanner, ils vont voir des trucs chelous, ils vont le refaire au passé. Donc, tu leur dis direct, voilà, j'ai des gros objectifs, etc. Tu le montres et ça passe. Moi, personnellement, comme j'ai expliqué, je fais des allers-retours avec le Canada. Et personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Alors c'est sûr que les mecs, quand ils te voient y arriver, comme moi, avec du matériel professionnel, avec un objectif long comme ça, plus le 24-70, le 70-200, etc. Les mecs, bon, ils comprennent que tu es photographe et que tu n'es pas un pirate de l'air, t'as pas caché un flingue à l'intérieur ou quoi. Mais c'est toujours mieux de le présenter, etc. quoi. Et de préciser, voilà, je possède du matériel photo, etc. quoi. De toute façon, ils le passent. Moi, j'ai vu justement ce que le mien, ils l'ont ouvert, ils ont regardé comme ça, ils l'ont passé après dans le scan, ils le passent, tu vois, un coup, ils le repassent une deuxième fois, et moi, j'ai pu regarder directement sur l'écran, je jetais comme ça, et en fait, tu vois qu'ils passent sous différents types de rayons, quoi. Donc, ils voient en surface, ils voient à l'intérieur, etc. quoi. Donc, c'est quelque chose d'hyper précis. Donc, il n'y a pas spécialement de documents, en tout cas pas pour le Canada. Pour les États-Unis, je ne suis jamais allé encore. Peut-être l'année prochaine ou je ne sais pas quand j'aurai le temps. Euh, pour eux, ça risque peut-être d'être compliqué maintenant qu'il y a Trump au pouvoir. Déjà, là, je viens d'entendre à la radio que maintenant, pour ceux qui veulent aller aux États-Unis, avant, il y avait tout plein de documents, etc. Maintenant, il y a un entretien avant de monter dans l'avion. Apparemment, ils font, soit c'est rajouté, soit ils vont le rajouter. Ça va être quelque chose de ultra compliqué parce qu'ils veulent vraiment éviter certains types de personnes. Donc, en dehors des États-Unis, je pense pas que tu aies de problème. Euh, les seuls risques que tu peux avoir, c'est plus sur ton matos. Par exemple, si tu pars dans le Sahara, parce que là-bas, c'est pas du sable, ça devient de la poussière. Donc, tu as certains boîtiers, enfin certains objectifs où ça risque de craindre.
mais là, je peux pas te le montrer. En fait, là où ça craint le plus, c'est les objectifs dont la lentille frontale avance. Parce que je sais pas si c'est clair. Attends, 2 petites secondes. Je vais attraper 2 objectifs pour que tu comprennes. Alors, voilà ce que je vais expliquer. Ça, c'est une preuve aussi de qualité. C'est que tu vois, par exemple, mon 70-200, si je déplace ma bague au niveau de la longueur focale, tout se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un objectif théoriquement étanche. Contrairement à mon 150-600, ouais, je garde toujours ça parce qu'en fait, le pare-soleil est tellement large que si on appuie dessus, il pourrait se péter. Donc je préfère mettre la petite mousse pour protéger. Donc tu vois, par exemple, mon 150-600, lui, il s'avance. Donc du coup, la poussière, du sable, etc., dans le Sahara ou quoi, peuvent rentrer vraiment ici. Et du coup, quand tu refermes, se foutre dans l'objectif. Et c'est là où ça craint, sur ce type d'objectif, là où tu as la lentille frontale qui se déplace, là ça craint. Parce que là d'ailleurs, même, tu vois, tu fais ça, tu ouvres et tu fermes, et quand tu fais le mouvement, tu sens l'air. Tu sens l'air qui souffle. Donc tu sais que forcément, il y a du passage pour tout ce qui est poussière, sable, etc. Et c'est là où ça craint, quoi. Donc dans certains pays, tu vois, ça peut craindre, mais pas tout le temps. Ça dépend où tu vas, quoi. Après, si tu vas dans des pays européens, en principe, t'as pas spécialement de soucis. Alors, au niveau de la pluie, éventuellement, pour ceux qui se posent la question, tu vois, moi, j'ai fait pas mal de photos avec des longueurs focales assez imposantes, ce qui fait que j'ai le tube qui sort, si tu veux, et la pluie est tombée dessus, je passais un coup de main vite fait pour enlever le plus gros de l'eau, et je refermais. Ça m'a jamais posé de problème, du moins sur cet objectif-là. Après, sur celui-là, je suis peinard. Celui-là, je l'ai utilisé justement pour couvrir un festival. J'en ai parlé au cours d'une vidéo. Il était trempe, l'eau dégoulinait dessus parce qu'il pleuvait. Si tu veux, à un moment, il y a eu une averse. Ben, moi, quand il pleut, ben, je continue de faire des photos. Je suis le seul con presque à être devant la scène à faire des photos, mais je fais quand même, quoi. Donc, du coup, j'avais le boîtier qui était trempe, etc. Mais tu vois, ça n'a pas du tout posé problème. J'étais vraiment sous la pluie. Et là-dessus, il n'y a pas eu vraiment trop de risques. Les plus gros risques, en fait, c'est vraiment la poussière. La poussière, le sable, ce genre de choses. Parce qu'à partir du moment où ça rentre à l'intérieur, ça te flingue tout. Tandis que l'eau, pour vraiment que ça pénètre, c'est assez difficile. En général, l'eau, tu peux passer la main, ça s'enlève, ça se voit. Tandis que le sable, c'est vicieux, c'est hyper petit, ça se voit pas, quoi. Donc voilà, bon, la vidéo, elle a été plus ou moins courte. J'espère que ça vous aura plu. C'est une manière de répondre à des questions que j'aurais aimé. Si ça vous intéresse, un petit débat justement sur... hop, il y a un petit commentaire. Un petit débat justement sur la photographie animalière, l'histoire des zoos, etc. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, justement, là, je vois, j'avais un commentaire que je n'avais pas fait gaffe, qui était soumis à examen. Pourtant, il n'y avait pas de lien. Théoriquement, il aurait dû apparaître directement. Pour moi, c'est pas de la photographie animalière, c'est de la photo zoologique. Très bien pour débuter. La photographie animalière, pour moi, c'est quand les animaux sont dans leur milieu naturel. Bon, bah, je te réponds en même temps à toi, Philippe. Ok, milieu naturel, mais pour prendre une photo une girafe, c'est pareil, il faut aller en Afrique. Panda, il faut aller en Asie. Tous ces animaux, tu peux les trouver, mais que à l'autre bout de la planète, quoi. En Europe, enfin, du moins en France, on n'a pas beaucoup de choses. Déjà, si on arrive à voir peut-être des loups, quelques ours éventuellement dans les Pyrénées, s'ils ne sont pas flingués tous d'ici là, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, parce que bon, des biches, etc., c'est sympa, mais moi, je suis plus orienté sur les animaux exotiques, donc c'est plus kiffant de ce genre de choses, quoi. Après, c'est vrai que dans le côté photographie animalière, tu peux englober les animaux terrestres et les oiseaux, quoi. C'est vrai que les oiseaux, il y a, pour ceux qui s'y connaissent, moi personnellement, je suis pas très piaf. J'aime bien prendre les oiseaux en photo, mais honnêtement, le martin pêcheur, pour te dire, quand je l'ai pris en photo, je savais que c'était un bel oiseau, mais je savais même pas le nom. J'ai appris le nom de l'oiseau bien plus tard. Pour moi, ce qui compte, c'est la beauté, la beauté du sujet, quoi. Moi, après, le nom, l'origine, ça m'est égal, si tu veux. Moi, si je trouve quelque chose de beau, je vois quelqu'un de beau dans la rue, je veux le prendre en photo, voilà. Je vois un bâtiment qui est magnifique parce qu'il a une architecture top, je le prends en photo. Je m'en fous de savoir qui l'a créé. Alors c'est toujours bien de le savoir, mais personnellement, ça va pas changer ma vie, quoi. Moi, j'aime un peu tout, quoi. Si tu veux, je fais pas la différence. Si tu veux, c'est un peu comme si tu rencontrais quelqu'un et tu lui dis, t'es de quelle origine? T'es africaine? Ah ouais, d'accord.
Donc du coup, tu vas avoir un a priori ou quelque chose comme ça par rapport à ça. Moi, personnellement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sujets. C'est-à-dire, c'est l'oiseau, peu importe ce que c'est comme type d'oiseau. Moi, j'ai pas de connaissances là-dessus, je suis pas un spécialiste là-dessus. Moi, c'est la beauté de l'oiseau, c'est la beauté du sujet, quoi. C'est tout simplement. Donc je pense que ça c'est un débat que j'ai vraiment envie de mettre en place, mais il faudrait que je trouve des personnes qui sont contre la photo dans des parcs animaliers, des zoos ou des refuges. Et là, ça serait vraiment intéressant de faire un débat un peu musclé, quoi. Donc ça, à la limite, ça serait intéressant de faire un live. Ça ne sera pas une vidéo enregistrée parce que ça serait trop compliqué. Je pense qu'un live vraiment où on interagit en direct, et là, ça pourrait vraiment être sympa, quoi. Donc voilà, bon, c'était une vidéo un peu en vrac, parce que je voulais répondre à 2-3 questions de certaines personnes que j'avais pas répondu, j'ai pas eu trop le temps, ou je pensais faire une vidéo, je le ferai sûrement plus tard, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai que j'ai eu pas mal de petits commentaires, bon, ça, après, c'était juste des commentaires, il n'y avait pas de trucs super intéressants dessus, quoi. Enfin, du moins, c'était pas des questions dans ce sens-là, quoi. Bon, moi, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.